De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous, notre invité ingénieur en informatique, monsieur Nyanguenon, et nos éditorialistes Daoud Attal et Malika Cher. Et 13 personnes ont perdu la vie ce samedi 15 octobre en Centrafrique au cours de violences dans un camp de déplacés dans le centre du pays. Au moins 30 victimes 3 jours plus tôt dans le centre du pays à Kagabandoro. Le 4 octobre, des violences éclatées suite à la mort d'un officier de l'armée centrafricaine. Comment expliquer cette nouvelle vague de violence qui vient davantage fragiliser un pays en pleine reconstruction? Élément de réponse avec ce sujet qui nous a été préparé par Mélina Bokassa. Recrudescence de violence en Centrafrique. Des hommes armés non identifiés ont abattu 13 personnes ce samedi 15 octobre 2016 dans un camp de déplacés. L'attaque a eu lieu en pleine nuit dans la localité de Ngakobo, près de Bambari, dans le centre du pays. Nous avons en face des groupes d'hommes armés qui n'ont jamais été inquiétés par rapport à ce qu'on appelle le processus d'air, donc de désarmement. Ils gardent à peu près leurs armes. Et à chaque fois, ils ont ce loisir-là de pouvoir répondre s'il y a une petite provocation, s'il y a mort d'homme dans leur camp. Ce sont des représailles systématiques avec l'attaque dirigée vers les populations civiles. C'était l'une des promesses du chef de l'État centrafricain, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants. Mais la récurrence des cas de violence semble démontrer les difficultés rencontrées dans le processus. C'est un problème de désarmement. On n'a pas encore enlevé les armes des mains des détenteurs, ceux qui avaient envahi, des envahisseurs, ceux qui avaient envahi pendant la rébellion. Si on arrivait à enlever ces armes-là, et puis si le gouvernement disposait d'une force régulière, d'une force nationale, je veux parler des forces armées centrafricaines, pour ramener la sécurité en mettant hors d'état de nuire ces bandits, ça pourrait quand même être un brin de solution à ce problème. La maîtrise du désarmement semble échapper au contrôle des acteurs et les dispositifs mobilisés en Centrafrique. La multiplication des actes de violence a poussé plus de 5000 nouveaux déplacés à trouver refuge autour de la base de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, et environ 250 aux abords des locaux de l'UNICEF. Malik, que se passe-t-il? On a cru à un moment avec les élections démocratiques que le pays était sur la bonne voie. Ce n'est manifestement plus le cas avec ce regain de violence. Oui, élection démocratique ne veut pas dire sécurité assurée. Nous avons ici en Centrafrique un État qui est de droit, qui n'a pas toujours été fort, loin de là, et qui a du mal à imposer son autorité. Fondamentalement, même son armée, les forces centrafricaines étaient déjà minées de l'intérieur. Donc reconstituer une armée qui permette d'assurer la sécurité, c'est quelque chose de long et de périlleux. Quand vous voyez la population se faire agresser elle-même par d'autres bandes armées, comment voulez-vous que ces populations leur disent qu'il faut justement se désarmer? Parce que certains veulent s'armer pour se défendre. C'est là le problème. Donc le souci qui se pose actuellement, c'est la sécurisation du territoire, la sécurisation des frontières. Moi, je déplore le fait que l'armée onusienne, parce qu'il y a eu un dégraissage des effectifs. Au début, il y a eu des effectifs qui étaient importants, et puis petit à petit, après les élections, on s'est dit, finalement, la situation s'améliore sur le plan politique, on va dégraisser les effectifs. Je pense que ça a été une erreur fatale et qui a permis l'instabilité sécuritaire dans le pays. Daouda, clairement, est-ce qu'on parle encore d'actes isolés ou clairement d'une détérioration du climat sécuritaire en Centrafrique? Ni l'un ni l'autre, à mon avis. C'est-à-dire que c'est des attaques intempestives, hein, parce que bon, là, la situation de trouble majeur est passée, c'est sûr, avec ces élections que vous avez rappelées. En même temps, je ne crois pas que ce soit un acte isolé au sens où on peut se dire qu'il n'y en aura plus quasiment. Non, parce que bon, malheureusement, l'instabilité est encore là, et par moments, il peut y avoir des attaques comme ça. Tant que le désarmement n'a pas été fait, je pense qu'à ce niveau-là, c'est important. Quand vous avez des gens qui ont des armes avec des armes qui circulent, et c'est du gros banditisme. Moi, j'appelle ça du gros banditisme.
Mais à mon avis, il y a maintenant une autorité qui est en place, il y a une armée qui va se reconstruire, il y a les forces certes onusiennes qui sont là, mais par moments on se demande à quoi elles servent vraiment. Et je pense qu'on peut quand même espérer un retour au calme, à condition de vraiment désarmer tout le monde et que le président Faustin Archange Touadéra puisse imposer son autorité dans le pays. Alors, Daouda, le désarmement, c'est le programme DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion, un programme qui peine à se concrétiser, Monsieur Niang-Guénon, sur le terrain en Centrafrique. On aura du mal à le concrétiser et ça ne se passe pas toujours bien quels que soient les pays dans lesquels il y a inflation de la guerre, on peut dire, des mésententes. Donc, moi je dirais tout simplement que c'est un effort de longue haleine, quoi. Donc, on ne peut pas dire que demain on réussira un désarmement systématique. Mais il faut quand même essayer de sécuriser davantage la population. Malik, on le sait, la Centrafrique a des besoins financiers qui sont énormes. Elle a besoin de la communauté internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est assez à son chevet, cette communauté internationale? Je parle bien évidemment également du continent africain dans son ensemble. Bon, le président Touadéra a essayé quand même de faire une tournée justement pour notamment visiter ses pays voisins, essayer d'avoir justement un peu, je dirais, une coopération qui soit bénéfique pour la Centrafrique. Il y a eu cette volonté politique. On peut néanmoins, je dirais, déplorer le fait que l'Afrique ne fait pas assez par rapport aux instances internationales. Vous avez ces instances internationales qui sont toujours là, qui promettent bien sûr, parce que c'est toujours des promesses. Quand on fait des promesses de dons ou d'investissement ou je dirais d'aide, c'est rare que ça se concrétise par la suite. On a vu plusieurs grandes messes qui se sont déroulées précédemment pour d'autres pays africains où il y avait des réunions par exemple à Bruxelles et on disait on va mettre tant dans la reconstruction et le renforcement de l'État pour certains pays. Finalement, on a vu que ces promesses ont eu du mal à arriver. Je parle par exemple du Mali. Pour la Centrafrique, il faudrait davantage de solidarité africaine, notamment ceux de la région et ceux de l'Afrique centrale. Focus sur le secteur minier en Côte d'Ivoire. Les conséquences environnementales et financières de l'exploitation illégale de l'or se font ressentir. Quel accompagnement pour les populations riveraines des projets aurifères? Élément de réponse avec ce sujet de Siamlo Victoria Sedji. L'État de Côte d'Ivoire veut garantir un secteur minier durable. Après la libéralisation intervenue au début des années 1990, le gouvernement a entrepris de nombreuses réformes pour booster le rendement du secteur, mais aussi tenir compte des enjeux environnementaux. En remplacement de l'ancien code minier existant depuis 1995, celui adopté en 2013 opte pour la réduction des impacts écologiques sur la vie des communautés. Quand vous prenez le nouveau code minier, rien à voir avec l'ancien code minier. Et ce nouveau code minier fait la part belle à la préservation de l'environnement, à la réhabilitation des sites qui ont été occupés. Selon le gouvernement, près de 500 000 personnes en 2015 étaient actives dans l'orpaillage dans 24 des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Le non-respect des mesures d'exploitation expose parfois les populations à des risques environnementaux. Et vous voyez, ça ce sont des mercures. Pour les autorités, les entreprises minières ont le devoir de mieux organiser le secteur dont la viabilité va de pair avec le bien-être des populations. Cela passe par la réduction des inégalités sociales à travers des financements octroyés aux communautés, la mise en place d'un système d'exploitation et de modes de production conformes. On n'avait seulement que 3 classes. Les 3 classes étaient divisées. On était obligé de diviser avec un plaqué pour pouvoir mettre les 6 classes dedans. Vraiment, ça ne nous arrangeait pas. Sur les différentes digues, on a placé des différents piézomètres. Et puis chaque semaine, on va faire un monitoring, c'est-à-dire qu'on va faire une surveillance de tous ces piézomètres pour s'assurer qu'on ne retrouve pas de l'eau dans la digue qui pourrait affecter la stabilité de la digue et créer plus tard un éboulement et qu'on puisse retrouver les eaux du processeur en dehors de ce périmètre-là. En 2016, ce sont 66 orpailleurs clandestins qui ont été interpellés par les autorités. 429 sites illégaux devaient être fermés avant la fin de l'année 2016. Face aux menaces environnementales et sociales que subissent les populations, l'État souhaite renforcer les mesures de protection des communautés et mieux organiser l'activité minière qui représente 5% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire.
Daouda, il y a eu un nouveau code minier, hein, c'était en 2013. Est-il à la hauteur, selon vous, des attentes et de la situation actuelle en Côte d'Ivoire ? Oui, alors c'est beaucoup mieux qu'avant en termes de répartition des recettes issues de l'exploitation minière. Et puis la Côte d'Ivoire a vraiment réaffirmé sa volonté de se diversifier par l'exploitation minière à ce niveau-là, puisque c'est un petit peu le schéma inverse d'un certain nombre de pays africains qui finalement avaient leur cœur de l'économie, c'était les mines. Là, c'était l'agriculture et on va aller vers des mines pour avoir des recettes supplémentaires. Donc c'est une bonne chose, mais l'environnement, c'est important. Et je terminerai là-dessus. Il ne faut pas que ce soit seulement des projets de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, qui sont un certain nombre de choses pour construire des écoles par-ci par-là. Il faut vraiment intégrer les populations dans la chaîne de valeur. Malik, quand on regarde le nombre d'exploitants illégaux des mines d'or, on peut s'interroger et se demander si le secteur est vraiment bien organisé. C'est un problème qui se pose en Côte d'Ivoire, notamment dans l'industrie minière. Dans d'autres pays africains, plus l'industrie est désorganisée, moins il y a de contrôle, plus il y a de trafic. Et c'est le cas dans beaucoup de pays, notamment en RDC. Donc il faudrait faire attention à cette industrie-là. Monsieur Nianguénon, très rapidement, on arrive sur la fin de cette émission. L'exploitation illégale des mines, comme vous l'avez dit, Malik, ce n'est pas un problème ivoirien, mais plutôt africain. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a actuellement 6000 mines illégales. Il s'agit d'anciennes concessions qui ne sont plus rentables et qui ont donc été abandonnées. Comment on lutte contre ce phénomène ? Pour lutter contre ce phénomène, c'est... Je ne sais pas comment dire, parce que... Il faut réguler le secteur ? Il faut réguler le secteur. Chez nous, il y a toujours l'informel qui domine, même quels que soient les règlements qui sont mis en place, il y a toujours l'informel. Bon, on ne va pas dire qu'on va sacraliser l'informel, mais c'est de mettre en place quand même quelques structures qui permettront d'endogéniser un peu ces éléments-là, quoi. Sinon, on n'en sortirait pas. Moi, j'avais vu une émission il y a peut-être une dizaine d'années sur la Côte d'Ivoire où ils allaient faire dans les mines pour aller chercher juste un petit grain de mine. C'est impensable, quoi. Voilà. Monsieur Nianguénon, merci pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes ingénieur informatique. Merci beaucoup. Merci Amira, merci Daouda et merci Malik. Et merci à vous également, Daouda. Merci Amira, c'était un plaisir renouvelé. Bonsoir à notre invité du coup et à toutes et à tous qui nous regardent. Merci à vous, Malik. Merci Amira et merci de nous avoir accueillis. Bonsoir à tout le monde. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, cette semaine consacrée aux startups africaines. Merci de nous suivre chaque jour et à demain.